Ce podcast est sponsorisé par Cogence, cabinet de conseil expert en supply chain. Cogence optimise votre performance et votre résilience en plaçant le client final au cœur de chaque transformation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cogence-consulting.com. Nos clients, c'est des entreprises. Ils veulent acheter du 100% fonctionnel. On s'est très rapidement dit, ok, très bien, on veut apprendre ce que c'est aussi que du reconditionné, donc on fait. C'est beaucoup prendre des partenaires, les travailler ensemble et construire vraiment des nouveaux processus. On est un marché de l'offre d'une certaine façon, c'est-à-dire que quand on publie des articles reconditionnés, ils se vendent. Donc en fait, des processus, on en crée tous les jours et on se trompe. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, si tu restes tout de suite sur « non mais ça fait 60 ans qu'on fait les choses comme ça », tu tues toute l'innovation. Et tu ne penses qu'à ce que tu ne peux pas faire. Donc ça deviendra un vrai choix des clients de se dire ok, il y a un choix financier et il y a un choix d'impact carbone qui est incroyable. Mais en même temps, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. On sort complètement du métier purement logistique. Bienvenue dans Au cœur de la supply chain, le podcast qui vous plonge au cœur des stratégies et des défis des directeurs supply chain. Ils partageront ici leur retour d'expérience, ils vous parleront de leurs projets ambitieux, leurs idées pour demain, de leur vision du métier et aussi des obstacles qu'ils ont réussi à surmonter. Je suis Julia Trial, consultante en supply chain depuis plus de 15 ans et fondatrice du cabinet de conseil Cogence. J'ai imaginé ce podcast comme un espace d'échange, de témoignages et de partage entre tous les professionnels de la supply chain. Bonne écoute! Bonjour Alexandra et bienvenue sur Au cœur de la supply chain. Bonjour Juliette. Donc, tu as une quinzaine d'années d'expérience, tu as alterné entre conseil et opération. Tu es désormais depuis 3 ans environ directrice opération économie circulaire chez Manutan. Qu'aujourd'hui, on va revenir sur toute la construction de cette offre économie circulaire chez Manutan, de zéro à aujourd'hui une activité qui est encore en train de se développer, mais bon, qui fonctionne. On reviendra sur les impacts d'un point de vue off, data, supply, sur la culture d'entreprise, etc. Pour ceux qui connaissent pas, juste quelques mots pour introduire Manutan. Donc Manutan, c'est un groupe européen spécialisé dans la distribution de mobilier de bureaux et d'équipements industriels pour les entreprises et les collectivités. Donc quelques exemples, des bureaux évidemment, les casiers pour les vestiaires qu'on voit dans des entrepôts, des protections individuelles, etc. C'est 800 000 références comprenant une marque propre. Vous êtes présent dans une quinzaine de pays européens et vous réalisez un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard d'euros. Donc, c'est une belle entreprise B2B. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, dire comment tu es arrivé à l'économie circulaire et puis comment tu es arrivé chez Manutan? Avec plaisir. Alors déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Alors comme tu l'as très bien dit, moi j'ai commencé dans le conseil. J'ai fait mes armes pendant un peu moins de 8 ans sur des missions très différentes. À la base, j'étais plutôt énergie utilities, puis j'ai bifurqué sur le retail, un peu dans l'édition, sur des problématiques assez différentes, fait des RH, du marketing, des systèmes d'info, enfin bref, les joies d'un début de carrière dans le conseil ont fait un maximum de choses en un minimum de temps. Et puis en fait, à un moment donné, j'ai voulu vraiment débrayer sur l'opérationnel, me dire je fais partie d'un projet au long cours. J'ai eu l'opportunité de rejoindre une start-up qui venait de se faire racheter par un groupe de médias. Qui était spécialisé dans alors pour le coup B2C, e-commerce B2C sur le modèle des box par abonnement. Et avec le mandat fort de créer toute la partie opération supply sur à la fois une supply intégrée sur de l'agroalimentaire frais et une supply externalisée avec un partenaire 3PL, plutôt sur la partie cosmétique et jeux vidéo, séries télé. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Je me suis amusée comme une petite folle, ça a été une aventure incroyable. C'est toujours un moment qui est extraordinaire quand on est il y a à la fois tous les avantages de la start-up et en même temps il y a quand même de l'investissement parce que du coup c'est post-rachat. Donc on peut faire pas mal de choses. Ensuite, j'ai repris ma casquette de consultante en tant qu'indépendante pendant 2 ans, toujours sur des sujets plutôt transfo, digital, voilà, dans des industries soit luxe, soit SPI et je rejoins Manutan effectivement en septembre 2022 dans le cadre de la création de l'équipe économie circulaire en fait, pour structurer toute la partie opération. Sachant que l'histoire de l'économie circulaire chez Manutan, en fait, il y a toujours eu des initiatives économie circulaire. Aujourd'hui, on met un grand mot économie circulaire derrière des choses qui sont quand même beaucoup de bon sens. Et donc, du coup, en 2022, Manutan a racheté une start-up qui s'appelle ZAC, qui était dédiée sur la partie collecte et réemploi de matériel électronique, en fait.
avec derrière la promesse très forte et le mandat de se dire c'est très bien, on va apprendre à le faire sur de l'électronique, mais comme tu l'as très bien dit, Manutan est plutôt connu pour tout ce qui est mobilier de bureau, équipement aux entreprises, équipement des entrepôts. Donc avec très rapidement la réflexion de se dire en fait ce qu'on veut faire, c'est faire exactement la même chose, mais sur l'offre de produits pour laquelle nos clients nous connaissent. En fait. Avant qu'on aille plus dans le détail, je vais juste remettre un peu de définition et de contexte sur l'économie circulaire pour ceux qui nous écoutent. Donc, l'économie circulaire cherche à sortir du modèle extraire, produire, jeter, donc en privilégiant le réemploi, le recyclage. En France, il y a 2 drivers, et tu nous donneras ton point de vue après, sur la réglementation au travers de la loi AGEC, par exemple, et les attentes des consommateurs qui quand même évoluent, alors probablement moins, et quoique en B2B qu'en B2C. En 2025, il y a déclaré, on va dire, 80% des distributeurs spécialisés en France qui, d'une manière ou d'une autre, s'inscrivent dans l'économie circulaire, donc à des degrés évidemment divers. Ici, j'ai eu l'occasion de recevoir Grégory Chekroun de Fnac Darty. Eux, historiquement, ils en font pas mal, la réparation du reconditionnement. Il y a d'autres exemples comme Carrefour qui fait de la consigne, Renault qui intègre la remise à neuf de pièces, Saint-Gobain qui travaille sur la revalorisation des matériaux, etc. Donc, il y a pas mal d'initiatives, ça bouge. Pour toi, en 2025, on en est où de l'économie circulaire? C'est quoi la maturité des entreprises? Et où est-ce qu'on en est aussi, au-delà de la maturité des entreprises, sur les normes, sur les réglementations? Quel est le contexte? Alors, le contexte, c'est qu'il est très mouvant d'une industrie à une autre et il est plus ou moins flou. Tu m'as ouvert la porte à de la sémantique, donc j'aime toujours beaucoup faire de la sémantique quand on parle d'économie circulaire parce qu'on parle de seconde main, de seconde vie, d'occasion, de reconditionner, de remanufacturer. Et en fait, c'est des mots qui portent des réalités très très différentes en fait derrière eux. L'occasion, c'est toi, c'est moi, c'est Vinted, c'est Le Bon Coin. On achète quelque chose en l'état, le vendeur nous garantit rien du tout. Dans le meilleur des cas, il a nettoyé. Le reconditionner, il y a eu des opérations de nettoyage, de réparation et de s'assurer que le produit qui est vendu, il est fonctionnel. Il est 100% fonctionnel. Et ça, c'est hyper important. Parce que ça montre déjà la différence entre l'occasion et le reconditionné. Et nous, Manutan, on fait du reconditionné. Après, il y a le cran d'après, on va dire, qui est le remanufacturé. Tu mentionnais Renault, par exemple. Là, c'est un cran encore au-dessus, si on devait un peu hiérarchiser. Parce que le remanufacturé, c'est 100% fonctionnel, caractéristique, on va dire, sortie d'usine. Et c'est pas pour rien que le remanufacturé, c'est souvent justement les industriels qui refont passer leurs propres produits sur leur chaîne de production. Pour moi, un des gros points qu'on a sur la maturité du marché d'économie circulaire, c'est justement qu'est-ce qu'on met derrière ces mots et quelle confiance le consommateur, le client peut avoir dans ce qu'il achète. Parce qu'en fait, un client, en plus nous on est en B2B, donc en fait en B2B le client il va pas s'amuser à entre guillemets à aller acheter des choses qu'il faut nettoyer, qu'il faut réparer. Nos clients c'est des entreprises, ils veulent acheter du 100% fonctionnel. Et donc du coup tu as ouvert aussi la porte aux normes. Et en fait ça c'est fascinant parce qu'en fait aujourd'hui en fonction des industries, il y a des niveaux de maturité qui sont très différents. Quand tu vas regarder la filière plutôt des 3E sur tout ce qui est électronique, informatique électronique, ça va pas du tout être le même niveau de maturité que, par exemple, la filière que moi je connais bien, qui est le DEA, c'est tout ce qui est lié aux équipements d'ameublement. Aujourd'hui, des 3E, des entreprises qui font du reconditionné, qu'on connaît très bien, nous, en tant que particulier, on va dire. Ça fait une dizaine d'années que c'est des sociétés qui sont implantées, qui ont construit leur confiance, la confiance des consommateurs. Nous, aujourd'hui, on est sur quelque chose de moins mature et où il y a justement beaucoup à faire en termes de confiance. Et aujourd'hui, il n'y a pas de label. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose de très immature, encore une fois, sur notre filière. Il y a des filières qui sont beaucoup, beaucoup plus matures. Et je pense que ce sujet de normes est vraiment un incontournable pour construire la confiance et la crédibilité de ce qu'on fait en termes de reconditionnement. Ouais, c'est intéressant que tu dis ça justement parce que Grégory Chekroun de la Fnac, avec qui on a parlé de ce sujet-là, disait qu'un des freins, au-delà des freins opérationnels, économiques, etc., c'est la confiance du client dans le fait que le reconditionné, ça peut être aussi bien ou quasiment aussi bien que du neuf. Et c'est là où peut-être tu as reclarifié seconde main, reconditionné, remanufacturing, où il y a amalgame dans la tête Complètement. De tout le monde. Et donc, on n'est pas sûr d'avoir la bonne qualité.
Tu as parlé du coup des normes qui permettent de labelliser et de s'assurer d'un certain niveau de qualité de service et qualité des produits sur du reconditionné. C'est quoi les réglementations qui contraignent donc les entreprises et qui, le cadre dans lequel, vous devez opérer, pour cette offre d'économie circulaire? Alors, aujourd'hui, il y a une différence fondamentale entre collectivité et entreprise. Déjà, Mmh. tu as commencé, tu as glissé le mot loi AGEC. Donc, effectivement, c'est une loi qui date de 2020. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui, effectivement, dans un de ses articles, impose aux collectivités, à la commande publique. En fait, faut se dire, la commande publique, c'est quand même un levier qui est extraordinaire. C'est 10% du PIB, la commande publique. Donc, si on agit sur la commande publique, ça permet de lancer un certain nombre de choses et qui du coup, en fonction contraint ou oblige en tout cas effectivement les collectivités à acheter du mobilier réemployé ou réalisé à partir de matières recyclées. Alors les taux, en fait, le pourcentage varie en fonction de la typologie de produits, mais sur le mobilier, on est sur 20% de mobilier qui doit être issu du réemploi ou à partir de matières recyclées. Et je rebondis un tout petit peu sur la question d'avant, qui était sur les normes, sur le 100% fonctionnel. Il faut pas oublier que quand on parle du reconditionné, on va avoir aussi l'aspect esthétique, qui est hyper important, et qui, pour le coup, peut être vraiment très différent d'un type de mobilier à un autre. On le voit, nous, déjà, rien que sur le mobilier de bureau et d'entrepôt, c'est pas du tout la même valeur, on va dire, quasiment émotionnelle de l'aspect esthétique d'un bureau, d'une armoire, d'un fauteuil qu'on met à disposition d'un collaborateur. C'est la marque employeur qui est engagée, versus du vestiaire qui est dans un entrepôt ou qui est dans une base vie. Et là, l'aspect esthétique importe peu, voire très peu, et c'est que le fonctionnel qui prime. Et donc, c'est hyper intéressant parce que ça, pour le coup, ça peut pas vraiment être normé. Qu'est-ce qui est acceptable pour un client en termes de rayures, de petits enfoncements? Est-ce que c'est devant? Est-ce que c'est derrière? Est-ce que c'est sur le côté? Est-ce que c'est moins de 3 centimètres, plus de 5 centimètres, etc. Ça, c'est des choses qu'on apprend pour le coup, parce que c'est quelque chose on essaye de rendre le plus objectif possible quelque chose qui, par définition, est très subjectif, en fait. Ouais, du coup, les attentes de vos clients sont différentes d'un client à l'autre, sont subjectives, en tout cas sur la partie esthétique, donc compliquée. Il y a un certain nombre de normes qui sont en train de voir le jour et qui vont permettre peut-être un peu justement de normer tout ça et de parler un langage commun et de rassurer le client. Donc ça, c'est un peu, le cadre. Ce que je comprends, c'est que les drivers, ils sont aussi bien clients peut-être par leur sensibilité Mmh. et aussi, des réglementations. Tu disais sur les collectivités, en tout cas, c'est les drivers, Mmh. qui cadrent un peu, j'imagine, la façon dont vous abordez, le sujet et ce que vous allez proposer à vos clients. Complètement. Parce qu'effectivement, on a abordé le cas des collectivités qui ont effectivement, comme tu le dis, ce driver réglementaire. Les entreprises aujourd'hui ne sont pas soumises à ce drive-là, mais par contre, il y a quand même des convictions fortes ou des anticipations de régulation, justement sur le fait de comment est-ce que dans nos achats, on maîtrise, si ce n'est on réduit l'impact carbone. Et en fait, aujourd'hui, on le voit quand on interroge nos clients, parce qu'on fait des enquêtes clients pour comprendre, bah voilà, vous avez acheté de la seconde main, c'est génial. Qu'est-ce qui a fait comment vous nous avez trouvés? Qu'est-ce qui a fait que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça, c'est vraiment les trois fondamentaux. C'est comment est-ce que nos clients sont au courant de notre offre? Est-ce que c'est parce que ils ont entendu parler de Manutan? Est-ce que c'est complètement par hasard, ils venaient sur notre site pour acheter du neuf et ils ont trouvé du reconditionné? Qu'est-ce qui a fait que vous avez acheté? Est-ce que c'est la conviction forte d'acheter du reconditionné? Est-ce que c'est le prix? Et aujourd'hui, il faut se le dire, pour les entreprises, c'est le prix, qui ressort avant même les convictions. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été agréablement surpris si vous achetiez du reconditionné et à la réception, vous avez dit: «Mais en fait, on m'aurait pas dit, j'aurais cru que c'était du neuf»? Est-ce qu'au contraire, vous attendiez à acheter vraiment du neuf et du coup, le moindre petit accroc dans un petit coin, est-ce que c'est tolérable ou pas?
C'est vraiment des choses qu'on apprend et qu'on construit au fur et à mesure. Mmh. Justement, rentrons dans le vif du sujet, comment vous êtes passé de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur cette offre de reconditionner? Quand on se dit dans une entreprise comme Manutan, déjà bien établie, qui connaît son business par cœur, on va lancer une offre d'économie circulaire. On commence par quoi? Quelles ont été les premières réflexions? Quels ont été les arbitrages structurants? Mmh. Comment on démarre? Qu'est-ce qu'on a été faire dans cette galère? Voilà. En simple. Oui, parce qu'en fait, on se dit Manutan, c'est un distributeur. Manutan, ça fait 60 ans que Manutan sait acheter des produits, les stocker, les distribuer. Là, quand on a abordé le sujet de l'économie circulaire, il y a déjà 2 choses fondamentales. Il y a le sujet de la collecte, on va en reparler, et il y a le sujet de la valeur. Si je commence par la valeur, il y a une décision qui a été très forte et qui a été prise relativement rapidement, c'est de se dire aujourd'hui, quand on veut avoir une offre de reconditionné, où est-ce qu'est la valeur vraiment? Et la valeur, elle est sur le fait d'avoir du stock disponible et du stock reconditionné avec un niveau de reconditionnement qui satisfait, nous, les exigences que nous, on a définies. Parce qu'encore une fois, on est quand même sur une belle page blanche, donc il faut bien commencer quelque part. Et en fait, quand on regarde la chaîne de valeur, moi je prends toujours mon exemple, je suis une armoire, on dirait pas comme ça, une armoire qui par exemple n'a plus de serrure, ou un siège de bureau, il manque une roulette. Là, en termes de fonctionnalité, on est à 0%. Donc valeur potentielle pour le client, 0. On passe un quart d'heure, on nettoie la chaise, on lui remet une roulette, on change un autre accessoire s'il le faut, l'armoire, on change la serrure, on fait reproduire la clé, etc. On passe de 0 à 300 en 15-20 minutes, grand maximum. Alors, de 0 à 300 en 15-20 minutes, pour une voiture, c'est pas fifou, mais par contre, pour une armoire, c'est là qu'on se rend compte de la valeur, en fait. Et c'est pour ça que très rapidement, en Manutan, on a pris cette décision de se dire, OK, il faut qu'on ait notre propre centre de reconditionnement. Ça, mine de rien, pour un distributeur, c'est pas neutre. Parce qu'un distributeur, grosso modo, moins il touche les produits, mieux il se porte. Et là, nous, ce qu'on fait à l'intérieur du hub, en interne, on appelle ça notre hub circulaire, c'est on touche les produits. On les touche à partir du moment où on va les voir chez un client. On touche les produits à l'intérieur pour les diagnostiquer, pour les nettoyer, pour les réparer. C'est vraiment, et ça, pour le coup, ça a été vraiment un grand pas, on va dire, pour un groupe de se dire, OK, on va créer des nouveaux métiers. En fait, c'est assez drôle ce qu'on fait aujourd'hui dans le hub, parce que aujourd'hui, très concrètement, on a un carrossier dans les murs qui s'acharne sur tout ce qui est justement vestiaire, armoire, tout ce qui a du métal pour débosseler, pour détordre, pour repeindre. On a eu un menuisier aussi à un moment donné pour se dire qu'est-ce que ça veut dire que de travailler du bois massif, qu'est-ce qu'on peut faire sur du mélaminé, des choses comme ça. Donc on crée donc c'est à la fois c'est passionnant, mais en même temps c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. On sort complètement du métier purement logistique, en fait, du métier de distributeur. Ouais, c'est un nouveau métier, C'est ça. complètement. Et en même temps, si je suis bassement terre à terre, qu'est-ce qu'on fait? On réceptionne des produits, on les stocke, on prépare des commandes et on les réexpédie. Donc c'est à la fois très loin et en même temps très près. Mais tout se joue dans l'étape supplémentaire de réparation, reconditionnement. Et est-ce que vous avez eu à faire l'arbitrage? Enfin, j'imagine que oui, mais il a peut-être pris plus ou moins de temps. On fait. Donc la valeur, comme tu disais, c'est de réparer, de reconditionner. Et donc c'est là où il y a la valeur. Donc on le fait, on se pose pas plus la question que ça. Ou vous avez fait un business case, faire ces opérations-là? Alors, aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème, on est encore sur un écosystème où il y a plusieurs petits acteurs. Vraiment, je suis encore toujours sur la partie mobilier de bureau, équipement d'entrepôt. Il y a plusieurs petits acteurs, mais il n'y a pas un gros acteur national. Il y a des acteurs spécialisés sur les chaises du bureau, par exemple. Mais il n'y a pas de multispécialistes, on va dire. Un petit multispécialiste, c'est un peu... Au sein de votre environnement. Donc, en fait, on s'est très rapidement dit, OK, très bien, on veut apprendre ce que c'est aussi que du reconditionné, donc on fait. Maintenant, ça fait 18 mois, à peu près. On commence à avoir mine de rien, acquis quelques convictions fortes. Il y a encore plein de questions auxquelles on n'a pas la réponse. Et donc, on commence aussi à se dire, en fait, il faut
il faut qu'on capitalise sur l'intégralité de l'écosystème. Et que demain, Manutan veut vraiment se positionner comme un partenaire de nos clients pour décarboner leurs achats. Et en fait, la décarbonation de nos clients passe, on pourra en rediscuter, mais vraiment par un levier très fort qui est effectivement le reconditionné. Quand on se dit que 80% de l'impact d'un mobilier de bureau, c'est quand même l'extraction des matières premières. Donc on se rend compte de la puissance en termes de décarbonation que c'est d'acheter pour nos clients du reconditionné. Il y a 80% de l'impact qui part. Et donc du coup, mais en fait, on se dit si on veut demain positionner Manutan comme le leader du mobilier reconditionné, c'est pas juste avec ce qu'on fait non plus dans le hub. C'est pas juste avec nos moyens de notre centre de réemploi. Demain, c'est que Manutan devient un distributeur. On revient sur notre ADN qui est de distribuer et on devient un distributeur de produits reconditionnés par Manutan ou pas que. Donc en fait, le make or buy, on s'est très rapidement dit, make, parce qu'il faut qu'on comprenne. Demain, make and buy, en fait, les deux. Okay. Parce que du coup, l'idée, ce sera vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes, d'avoir le meilleur du monde, on reconditionne nous-mêmes, parce qu'on est très confiant de la qualité de ce qu'on reconditionne, mais en même temps, on va pas y arriver tout seul. Il y a tout un écosystème, et tout un écosystème qui monte en même temps que Manutan. Oui. Mais donc du coup, pour avoir cette réflexion, finalement, j'ai envie de reprendre un pas de recul. C'était quoi les drivers de Manutan et qu'est-ce qui allait faire dire à Manutan, OK, on atteint nos objectifs en termes d'économie circulaire? Alors, le premier driver, c'est une conviction très forte de notre direction générale. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, notre activité, c'est un investissement pour le groupe. Un investissement, on y va parce qu'on croit fondamentalement à un business model où on croit fondamentalement à quelque chose d'encore plus grand. Ça donne une marge de manœuvre et ça donne un mandat très fort. Donc en fait, le fait de se lancer comme en tant que Manutan dans l'économie circulaire, c'est aussi une conviction très forte que c'est le modèle de demain. Et qu'en fait, le modèle de demain, il se construit dès aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, l'économie circulaire, faut y croire, les modèles économiques. Je pense que n'importe qui parle d'économie circulaire aujourd'hui, le modèle économique, il est à trouver. Enfin, voilà, toute filière confondue. Et on a des petits copains qui sont sur des modèles d'économie circulaire depuis 10 ans, qui commencent à atteindre la rentabilité. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui, le modèle, il est à trouver. On va le trouver, je suis très confiante. Mais pour le trouver, il faut aussi tester des choses. Il y a personne aujourd'hui qui a la réponse sur l'économie circulaire qui dit, faut faire les choses comme ça. Aujourd'hui, c'est des modèles qui sont complètement à inventer. Il faut tester des choses. Il faut trébucher sur des choses. Alors ça, on l'a fait comme ça. Ok, ça, c'est pas scalable comme ça. Il faut qu'on le pense autrement. Il faut qu'on le refasse autrement. On est vraiment dans cette démarche de tester des choses pour comprendre. Et on n'est pas parti avec un business case sur les 10 prochaines années. C'est comme ça que les choses vont se passer sur la base d'hypothèses très fortes. Oui, effectivement, il y a forcément eu un BP quand on a pris la décision d'ouvrir le hub avec des indicateurs, mais sur la base d'hypothèses où on savait pertinemment que les hypothèses étaient à tester. Qu'est-ce que vous mesurez du coup aujourd'hui pour vous conforter dans vos choix ou pas justement et être capable de prendre les bonnes décisions? C'est quoi un peu les 2-3 indicateurs clés qu'il faut que vous suivez? Aujourd'hui, il y a le chiffre d'affaires. Parce que mine de rien, le chiffre d'affaires, aujourd'hui, on teste un marché. Aujourd'hui, on veut comprendre nos clients. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on veut savoir qu'est-ce qui motive un client aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va chercher dans ses achats. Sachant qu'en plus, quand on se met à la place de nos clients, souvent dans les groupes ou les collectivités, il y a parfois différents personas, on va dire, qui ont parfois des injonctions contradictoires. Il va y avoir le lead buyer qui va avoir des injonctions très fortes de il faut qu'on verdisse nos achats, il faut qu'on soit vachement meilleur. Et puis la personne qui est concrètement sur son site, qui elle a un budget limité, qu'il faut qu'elle tienne dans son budget et que je vais payer 50% de plus pour avoir quelque chose de très très bien et très très vert, du coup ça rentre pas dans mon budget. Enfin aujourd'hui voilà, chez nos clients, on peut pas dire nos clients c'est une entité, nos clients c'est une somme d'injonctions qui sont parfois contradictoires. Et à nous, en tant que partenaires, d'arriver à réconcilier toutes les parties prenantes et de trouver l'optimum, en fait.
Donc voilà, donc effectivement le chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires c'est un bon témoin de est-ce que les clients achètent ou pas. De façon très corrélée, il y a le nombre de commandes. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à la maturité de se dire de façon très très fine. Évidemment qu'on voit comment on achète, combien ça nous coûte d'opérer ce reconditionnement et à combien on revend derrière. Mais c'est pareil, aujourd'hui, le combien on revend, on positionne volontairement l'offre de reconditionner en moyenne moins 30% du prix du neuf, parce que c'est comme ça aujourd'hui que les clients nous attendent. Et on voit ce qui passe et ce qui passe pas. Et en fait, c'est en faisant on est un peu dans un effet de ciseau. En fait, il y a les coûts, il y a le prix, et puis il y a ce qui reste entre les deux. Aujourd'hui, on fait vraiment, c'est ce que je martèle, on fait un boulot de centimier. On a vraiment aujourd'hui besoin d'opérer pour comprendre quelles sont nos structures de coûts. D'opérer aussi pour se dire, ok, là, on n'a pas été très bon en termes de coûts, mais on sait qu'on peut être bien meilleur en faisant ça. Ou te dire, là, on n'a pas été très bon en termes de coûts, et on ne peut pas être meilleur. Ok, très bien, dont acte. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc aujourd'hui, on est vraiment encore en train d'apprendre complètement. Comme tu disais, c'est comme créer une nouvelle boîte. Il faut passer par une phase d'investissement Clairement. qu'il faut accepter. Et là aussi, Grégory Chécroun m'a en parlé sur la Fnac. Il dit c'est compliqué en fait, puisque c'est un business où, tu viens de le dire, c'est un business de centimier. C'est pas là où l'entreprise va faire sa marge ou la majorité de sa marge. Néanmoins, il faut investir. C'est préparer l'avenir. Finalement, c'est vraiment ça. C'est préparer l'avenir, et on voit qu'aujourd'hui, parce que parfois on peut entendre, oui, mais du coup, est-ce qu'on va cannibaliser l'offre de neuf? Aujourd'hui, le reconditionné ne cannibalise pas le neuf. Au contraire, aujourd'hui, on voit que on fait beaucoup de ce qu'on appelle, nous, en interne, le mix and match. C'est-à-dire que quand on va répondre à des projets d'aménagement, par exemple, de nos clients, on va pas répondre en 100% reconditionné, mais on va être en capacité de dire, en fait, voilà, sur l'intégralité de votre projet d'aménagement, par exemple de bureau, vous aurez les caissons et les sièges en reconditionné, et par contre, les bureaux, ça sera en neuf. Et ça c'est aussi pour ça que Manutan s'est lancé dans cette activité-là. C'est pour vraiment se dire, on va capitaliser sur les deux. Manutan est un distributeur de neuf, et le neuf va venir renforcer le reconditionné, et le reconditionné va renforcer le neuf. On est vraiment aujourd'hui sur quelque chose de gagnant-gagnant, et pas du tout en opposition en se disant, mince, on a perdu une vente de neuf parce que le client, il a acheté du reconditionné. C'est pas ça qui se passe. Oui. Et j'imagine, aujourd'hui, comme c'est quand même encore un peu les balbutiements, on voit l'économie circulaire comme la fin de la chaîne. Donc, en fait, on recycle. Demain, avec plus d'éco-conception, des produits avec un meilleur taux de réparabilité, etc., ça va devenir encore un peu plus vertueux. Complètement. Et ça, on le voit. Pour le coup, moi, je suis en bout de chaîne quand on est au web. On voit la différence fondamentale entre du mobilier de qualité, qui peut avoir 20 ans, 25 ans, très honnêtement, mais qui est dans un état extraordinaire, parce que c'est robuste, parce que c'est facile à réparer en termes de pièces détachées, tout a été extrêmement bien pensé déjà il y a 20-25 ans, versus des choses qui sont beaucoup plus récentes, et il faut se le dire, qui vivent pas bien le démontage, qui vivent pas bien le remontage, les pièces détachées, c'est très compliqué d'y avoir encore accès, ou c'est des choses qu'on voit que ça n'a pas été extrêmement bien conçu, ou que ça n'a pas du tout été conçu pour être réparable. Et c'est hyper intéressant, parce que du coup, j'étais encore il y a une dizaine de jours dans un atelier où on commence à travailler le sujet de la réparabilité, parce que justement l'indice de réparabilité va commencer à arriver dans les différentes filières. Donc sur la partie mobilier, on était tout acteur confondu. Il y avait des fabricants de mobilier, des distributeurs, des reconditionneurs, et on a travaillé pendant une journée à se dire qu'est-ce que c'est que un mobilier réparable. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de conception? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'accès aux pièces détachées? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de garantie? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'accès aux notices de montage? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'outils? Ne serait-ce même que pour pouvoir réparer. Donc il y a toutes ces réflexions-là. Et effectivement, aujourd'hui, plus on va travailler sur l'éco-conception aujourd'hui, ça sera le reconditionné de demain. Et nous, Manutan, on a la chance d'avoir notre propre marque. Donc on a ce qu'on appelle la private label, sur laquelle on travaille de façon très très forte justement sur cette partie éco-conception, en se disant, en fait, ça, c'est ce qui va arriver chez nous
dans 5 ans, 8 ans, 10 ans. Donc travaillons-le bien maintenant pour que ça soit d'autant plus facile demain. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup aujourd'hui on perd beaucoup de temps parce qu'on n'a pas l'information, on n'a pas, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui nous ralentissent aujourd'hui et qui pourraient être tellement plus simples si les choses étaient bien pensées dès le départ. Bon, finalement, au démarrage, vous vous êtes dit, test and learn. On Complètement. y va, on va voir. Pour vraiment apprendre, créons notre hub et faisons nous-mêmes plutôt que de faire Mmh. faire, qui plus est dans un écosystème qui est encore, naissant et donc avec, peu d'acteurs et disparates. Hem, une fois que vous avez décidé de vous lancer, que vous êtes partis, comment on construit une offre, Mmh. de produits reconditionnés? Comment est-ce qu'on gère la donnée produit? Et tout ça dans une entreprise où il y a déjà une offre, et il y a Mmh. déjà une gestion de la donnée produit et cetera. Comment on construit et on fait cohabiter ces 2 Alors, offres? pour se lancer, alors, comme tu le dis très bien, aujourd'hui, on sait, l'activité s'est lancée dans un écosystème mature, existant, que ce soit les flux, que ce soit les entrepôts ou le système d'info. Donc en fait, pour se lancer vite, on a dû faire des choix pour se dire, ok, on va certainement pas créer nos propres tuyaux là en 3 mois. On va au maximum entre guillemets passer dans des tuyaux existants, notamment d'un point de vue tech, d'un point de vue outil, parce que comme tu le dis, Manutan, on a tout un processus de référencement avec des passages obligés, une certaine profondeur de la donnée, des attributs techniques obligatoires en fonction de la catégorie de produit, etc. Donc aujourd'hui, on s'est dit, on va pas toucher à ça, donc on va se mettre, nous, l'exigence du neuf en termes de données. Donc ça, on a pris la charge, entre guillemets. Donc ça nous demande aussi aujourd'hui beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, Manutan ne reconditionne pas que des produits qu'on a précédemment vendus. Donc aujourd'hui, arrive au hub des produits qu'on ne connaît pas. Des chaises qui ont peut-être 5, 7, 8 ans, mais qui n'ont pas été distribuées par Manutan à la base. Donc en fait, on a une grosse intensité sur le fait d'observer et de déduire la donnée pour justement pouvoir rentrer dans le processus de référencement plus classique, on va dire, de Manutan. Donc ça, c'était une première façon d'aborder les choses, de se dire, en fait, on va pas créer des nouvelles choses, on va rentrer dans l'existant pour un certain nombre de choses obligatoires. Ça, pour aujourd'hui, Manutan, pour avoir un produit qui est commercialisé, qui est achetable sur notre site manutan.fr, du coup, il faut qu'il valide un processus de référencement. Après, sur la partie vraiment processus, on s'est dit, bon, alors, on va faire les choses un peu à part. Pour commencer, pour comprendre, et notamment je parlais de la partie collecte. Aujourd'hui, par abus de langage, souvent on parle de la reverse logistique quand on parle de la collecte sur l'économie circulaire. Sauf que la reverse, ça sous-entend j'ai déjà distribué un produit que je récupère. Très bien. On peut se dire philosophiquement, c'est exactement la même chose quand tu vas collecter du mobilier qui appartient déjà à une entreprise, tu le récupères. Mais sauf qu'en fait, on est vraiment sur le terme consacré de collecte préservante. C'est pas juste j'envoie un transporteur, je récupère quelque chose qui est potentiellement encore conditionné. C'est qu'au contraire, c'est-à-dire que va falloir potentiellement démonter, va falloir conditionner pour le transport. Et en fait, le mot préservant, il a vraiment tout son sens quand on pense au fait que quand on va chercher du mobilier dans une entreprise, dans une collectivité, en fait, moi, tout mon but, c'est que 100% de ce qui a été collecté arrive dans le même état au hub que dans l'état dans lequel ça a été collecté. Parce que si ça arrive cassé, rayé, etc., on a tout perdu. Parce que nous, ça veut dire que ça arrive, soit il y aura beaucoup plus d'intensité que ce qui était prévu, soit ça a été vraiment endommagé pendant le transport, et du coup, ça part recyclage. Donc du coup, on a vraiment ce sujet de la collecte préservante. C'est pas juste de la reverse, c'est des nouveaux partenaires. C'est pas nos transporteurs classiques quand on va livrer des clients. C'est d'autres types de partenaires. C'est vraiment d'autres niveaux d'exigence et d'autres processus. Il y a du démontage. Mais mine de rien, le démontage, c'est hyper important parce que est-ce que j'ai bien toutes les pièces détachées? Est-ce que c'est conditionné intelligemment pour que quand c'est réceptionné, on sache bien quelles pièces détachées vont avec quel produit, etc., etc. Donc en fait, ça c'est quelque chose de tout nouveau. Et après, une fois que c'est rentré dans le hub, on va dire, moi je considère vraiment le hub comme un peu comme une usine de production. On a la matière première qui arrive, c'est le mobilier qui est d'occasion. On a du produit semi-fini, c'est tout le mobilier qu'on a qui est en cours de reconditionnement. On a des pièces détachées qui nous permettent de reconditionner. Et on a du produit fini
qui est le produit reconditionné. Et donc là, aujourd'hui, on a fait nos premières armes et en fait, on est en train de se dire maintenant, en fait, on est à un moment de l'histoire où en fait, on continue le test and learn à fond sur un certain nombre de questions et on commence à se dire, OK, comment est-ce qu'on industrialise? Comment est-ce qu'on repasse ces produits-là dans les flux plus classique Manutan. Comment est-ce que vraiment on capitalise sur la force de frappe de Manutan, sur vraiment notre supply existante qui a déjà des entrepôts, des processus, des flux vers nos clients, des flux inter-entrepôts parce qu'aujourd'hui on a une présence dans toute l'Europe, on est présent dans 17 pays en Europe, on a plus d'une dizaine de sites logistiques, on a plus de 200 000 m², donc à un moment donné, il faut vraiment pas non plus continuer à faire, entre guillemets, bande à part, et vraiment se dire, OK, maintenant, comment est-ce qu'on réintègre ça et comment est-ce qu'on capitalise sur la force de Manutan? Donc aujourd'hui, ça fait des mois qu'on est en test sur le fait de se dire, mais une fois qu'un produit est reconditionné, comment est-ce que je le réinjecte dans les flux classiques stock de Manutan? Parce qu'aujourd'hui, pareil, pour démarrer rapidement, on s'est dit, on va démarrer un peu comme un fournisseur drop de Manutan. Aujourd'hui, Manutan, distributeur classique, on a du flux from stock, on a du flux drop, c'est-à-dire que nos fournisseurs livrent directement à nos clients. Donc nous, on s'est dit, bon, en fait, pour pas perturber le from stock, parce qu'on ne saura pas le faire dès le départ, on va faire du drop. Donc en fait, on a considéré le hub comme un fournisseur drop. Et donc aujourd'hui, on livre nos clients directement depuis le hub. Mais ça, c'est pareil, ça a ses limites, c'est génial pour commencer, pour voir les typologies de commandes, etc. Mais assez rapidement, on s'est dit, bon, alors en fait, on va jamais être aussi bon que nos entrepôts, qui sortent des milliers et des milliers et des milliers de commandes tous les jours. Il faut qu'on arrive à faire des transferts. Et donc, du coup, maintenant, ça fait des mois qu'on a commencé à tester ça avec notre plus grosse plateforme logistique qui est Agoness. Maintenant, on est en train de se dire comment est-ce que on regarde où sont nos clients, qu'est-ce que nos clients achètent, parce qu'aujourd'hui, nous, on est vendu dans 5 pays en Europe. On se dit très bien, comment est-ce que pour mieux servir nos clients néerlandais, nos clients italiens, nos clients belges, nos clients luxembourgeois, est-ce que c'est vraiment cohérent que le stock soit à Gonesse? Ou est-ce qu'il faut que le stock soit ailleurs, dans une autre plateforme? Donc ça, c'est nos prochains challenges, de se dire comment est-ce que de quelque chose qui était à part pour démarrer, pour être hyper agile, comment est-ce qu'on le fait le rentrer dans le système et comment est-ce que le système s'adapte un petit peu? En fait, il y a vraiment les deux plaques tectoniques, on va dire, qui bougent. Ouais, surtout, tu disais tout à l'heure faire des propositions, des offres clients avec un mix neuf reconditionné. Si on veut aller au bout de l'homogénéité et avoir une livraison unique, c'est plus simple si ça passe par les mêmes plateformes. Pour revenir un peu sur l'offre et la data, puisque on le sait, en entrepôt, la donnée produit, c'est clé pour bien opérer. Sauf qu'une chaise neuve versus les 3 versions reconditionnées à des niveaux de reconditionnement, enfin de qualité différents, bah c'est pas la même chose, c'est pas le même SKU, c'est pas la même référence à gérer en entrepôt, c'est pas la même référence à afficher sur le site pour les clients. Ouais. Comment vous allez gérer ça? Quelles sont les décisions à prendre? Comment concrètement on gère cette donnée entre l'affichage, enfin la qualification, la récupération de la donnée, l'affichage sur le site, la gestion d'entrepôt, etc. C'est complexe. C'est très complexe, mais c'est ce qui fait que c'est passionnant ce qu'on fait au quotidien. Donc, comme tu l'as très bien dit, sur du neuf, on a un SKU, X dizaines, milliers d'exemplaires. Nous, chaque article a un code unique, en fait. Donc déjà, rien que ça fait exploser le système. Donc on est obligé d'avoir un système de référence, on va dire, parents et de référence plutôt enfants. Et chaque chaise, chaque table a effectivement son code unique parce que c'est défaut unique, parce que c'est ces opérations de reconditionnement uniques qu'on va vouloir tracer de bout en bout. Aujourd'hui, en termes de parti pris, on n'a pas géré des grades commerciaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sur le site de Manutan, tu veux acheter un caisson reconditionné, tu vas pas l'acheter, alors, qualité extraordinaire à tel prix, un peu moins bien à tel prix, et puis vraiment moche à tel prix. On s'est dit, pour des raisons à la fois des raisons de simplification d'un point de vue tech, d'un point de vue logistique, et puis même de compréhension client, on s'est dit on fait du refurbishment, enfin du reconditionné par Manutan, et c'est très binaire. C'est soit à la sortie le produit correspond à nos exigences et il part en stock et il est référencé, il est commandable par un client, soit il ne correspond pas.
parce qu'on avait aussi envie de construire, voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la confiance de nos clients dans la qualité de ce que c'est que d'acheter du reconditionné chez Manutan. Et puis aussi pour des contraintes, là pour le coup on parle à des audiences de supply chain, donc du coup c'est parce que ça veut dire si je dois gérer 3 grades différents pour le même produit, c'est mes emplacements font x3, c'est mes risques à la préparer de commande font x3, etc., etc. Donc on a aussi parfois fait des choix pour commencer simple en se disant on a déjà beaucoup de chantiers à adresser, on va keep it simple. Et tu parlais de la data produit. Bah effectivement, aujourd'hui je référence du neuf, c'est génial, j'ai un fournisseur qui m'envoie plein de données avec plein de fichiers Excel, c'est génial. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est nous quand on a une chaise qui arrive, et bah, du coup longueur, largeur, est-ce que c'est un mécanisme synchrone, asynchrone, est-ce que les accoudoirs 2D, 3D, etc. Bref, la donnée on la reconstitue. Et c'est là qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges, de discussions, de projets autour. On parle du DPP, du Digital Product Passport. Aujourd'hui, on n'est pas, encore une fois, la filière qui va être sollicitée le plus rapidement, mais c'est quand même des choses auxquelles on réfléchit nous déjà. Notamment, tout à l'heure, je parlais de notre parc propre. C'est-à-dire que quand on commence à travailler avec nos fournisseurs aujourd'hui, se dire comment est-ce qu'on peut déjà intégrer d'une certaine façon ces logiques de DPP, de traçabilité, parce que moi, mon rêve intersidéral demain, c'est d'avoir du mobilier qui arrive, qui a déjà un petit QR code quelque part, qui me permet de me dire, alors cette chaise-là, elle a été fabriquée par telle année de fabrication, à tel endroit, voilà, tous ces composants, etc., etc. Moi, parfois, quand je croise, justement, des Fnac Darty, ou des Back Market, je dis, mais moi, ce serait mon rêve, en fait. Parce que vous avez des numéros de série, et les numéros de série, en fait, portent plein d'informations, qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas, forcément, quand on a du mobilier qui arrive. Donc, la data, aujourd'hui, sur notre filière, elle est, très complexe sur la seconde main à récupérer. Elle nous ralentit aujourd'hui beaucoup. Et par contre, on le sent, c'est un levier extraordinaire. C'est-à-dire que demain, on a des choses qui arrivent avec toute la data, on gagne un temps fou. On gagne un temps fou sur le référencement et on gagne un temps fou sur nos opérations, concrètement dans le hub. Et c'est là où on voit l'intérêt de la traçabilité au-delà. Moi, je trouve qu'on entend souvent parler de la traçabilité pour être capable de dire au client d'où vient le produit, comment il a été fabriqué, à quel point il est green, etc., etc. Oui, certes, mais en fait, ça n'a pas du tout que ça comme vertu et ça a un intérêt aussi pour la seconde vie des produits, pour faciliter et on parlait de marge et de viabilité de ces business. Ça va passer aussi par là que de le faciliter et entre autres par la donnée produit. Si on passe un peu plus à la partie flux et opération, t'en as déjà dit pas mal, mais comme tu as dit, vous êtes Manutan historiquement, c'est une supply chain comme linéaire, comme tout distributeur. Là, passer en mode circulaire, c'est pas neutre. Reprise des produits, tri, opération, remise en stock et puis la fin de la chaîne. Et tu l'as dit justement, elle va se mutualiser, elle est en train de se mutualiser, elle est assez similaire. C'est des nouveaux métiers, c'est des nouveaux acteurs avec le collecteur, c'est pas le transporteur lambda ou en tout cas pas de la manière dont il le fait aujourd'hui. Faut démonter, s'assurer qu'on a tout, ramener en état. Il y a toute la partie gestion des pièces détachées, prévision des pièces détachées sur des produits que vous connaissez, d'autres que vous connaissez moins, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses qui bousculent la supply chain traditionnelle. Comment vous vous y êtes pris concrètement on veut collecter du mobilier de bureau. On s'y prend comment? C'est de nouveaux acteurs à référencer. C'est quoi les principaux critères d'un cahier des charges pour un collecteur? Comment on fait concrètement pour mettre tout ça en place? Alors, déjà, ça a été le fait d'apprendre à aller chercher de chez N points de collecte, de ramener à un point où on va diagnostiquer, trier, faire les bons arbitrages en termes de est-ce qu'on reconditionne, est-ce que finalement ça sera trop compliqué de reconditionner, du coup est-ce qu'on peut travailler par du don à des associations ou est-ce que en fait non, c'est vraiment très endommagé, du coup on va recycler, etc. Ça, c'est la compétence que Manutan a achetée avec l'acquisition de ZAC. Parce qu'encore une fois, ZAC, ça faisait des années qu'ils étaient sur le modèle. Alors, pas sur la même filière, on va dire, vraiment sur la partie des 3 E. Mais le côté, on va collecter, on massifie,
on diagnostique, on arbitre et ensuite on scinde les flux. Ça, c'était le métier historique de Zach. Et ça a été vraiment l'objet du rachat, d'avoir déjà des premiers partenaires pour la collecte en vrac, aussi d'être en capacité d'aller chez des acteurs, pas des acteurs qui vont nous faire des très jolies palettes, mais d'aller chez des acteurs qui mettent très gentiment tout leur matériel informatique entassé dans une salle et puis vous venez vous servir. Donc il y avait déjà des outils, une première stack technique pour gérer ça et des premiers partenaires. Et en fait, quand on a lancé l'activité, ça a été un choix organisationnel assez fort, qui a été de lancer une équipe dédiée avec un lieu dédié pour créer des nouvelles choses. Et de pas tout de suite se raccrocher à la supply telle qu'elle existe. Parce qu'en fait, ça peut être un frein parfois de se dire, en fait, on a déjà des transporteurs qui existent, on va travailler avec eux, et du coup, faut les faire évoluer, c'est pas leur métier historique, etc. Là, on est plutôt parti de se dire, on a des partenaires qu'on connaît, il nous en manque beaucoup, et donc on a, entre guillemets, on a tiré dans tous les sens, mais on s'est dit, on va à la fois parler à des transporteurs classiques qui ont cette volonté d'aller justement vers plus de circularité. On va travailler avec eux. On va travailler avec des partenaires de montage. Parce qu'aujourd'hui, Manutan propose ce service de montage à ses clients. Donc du coup, quand on travaille avec des monteurs, a priori, c'est des gens qui savent très bien démonter. Et de se dire, on va aussi capitaliser sur tout ce réseau de partenaires qui existe au sein du groupe. C'est pas des transporteurs, mais c'est vraiment des prestataires de montage. Et puis on va aussi, nous, travailler notre réseau, les déménageurs. Alors, déménageurs, manne extraordinaire quand on parle de la seconde main, parce que ceux qui sont au courant des déménagements d'entreprise et qui sont au courant des gisements et ça fait des années, personne nous a attendu sur le marché, qui travaillent depuis des années là-dessus, c'est les déménageurs. Et donc en fait, d'aller vraiment travailler avec différents types d'acteurs en se disant on va construire un cahier des charges. En fait, voilà, que nous, quand on va collecter les produits, on veut qu'ils soient démontés de telle façon, on veut qu'ils soient conditionnés de telle façon pendant le transport. C'est des choses qu'on a complètement co-construites. On a énormément appris de nos partenaires de montage et de nos partenaires de déménagement. Donc, il y a le côté à part, mais pas tant à part que ça. On fait un travail un peu d'équilibriste au sein du groupe. On est à la fois l'équipe un peu d'innovation. On fait de l'innovation supply, on fait de l'innovation tech. On pourra aussi en parler de toute la stack technique pour faire fonctionner ça, et qui par définition est tout sauf ce que font nos ERP, nos WMS, etc. Et puis un peu d'innovation RH aussi, parce que depuis quelques semaines, on accueille un atelier un chantier d'insertion professionnelle. C'est pareil, c'est quelque chose de très nouveau pour Manutan, parce que c'est quelque chose qui tenait à cœur, qui complètement dans la logique de l'économie circulaire, mais il y avait aucune initiative dans les entrepôts aujourd'hui de Manutan sur de l'insertion professionnelle. Donc voilà, petite structure d'innovation, mais qui en même temps passe son temps à raccrocher les wagons avec le groupe, parce qu'en fait on ne va pas y arriver en restant, en se disant, en fait, on est le petit truc à côté, petit village gaulois ou les voyous, je sais pas comment on peut dire, mais c'est vraiment on crée des choses, mais par contre, il faut que ça soit des choses scalables, industrialisables, qui doivent se raccrocher à la force de Manutan. Oui, en fait. À un moment ou à un autre, ça va rentrer dans le business classique de Manutan. L'objectif, vraiment, c'est on aura tout gagné quand on aura transformé le business classique de Manutan. Et quand on dit business, c'est l'offre. Et quand on aura transformé aussi la supply, qui ne sera plus qu'une supply linéaire, mais une supply complètement qui intègre nativement le circulaire. Et là, on aura tout gagné. Dans tout ça, quid des appros? Tu parlais des gisements qui viennent, entre autres, là, des déménageurs. Toute la supply, elle est tirée par le client, par la demande du client, donc par les produits que veulent le client, ce qui peut être en décorrélation avec les gisements que vous trouvez de produits à reconditionner. Comment tu vois les choses et comment faire pour essayer justement d'aligner ce gisement avec cette demande client? C'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, en fait, on est un marché de l'offre d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand on publie des articles reconditionnés, ils se vendent. Notre difficulté, c'est pas tant de vendre
que d'accéder à des gisements, OK. de sourcer. Mais dans l'économie circulaire, aujourd'hui, on n'a pas un fournisseur et c'est fascinant parce qu'en fait, on voit à quel point nous, tous nos outils informatiques, quand on pense linéaire, sont très réapprovisionnement, réassort quasi automatique. On se pose pas la question de savoir quand on est en rupture de stock, on se pose pas la question de savoir est-ce que notre fournisseur, il peut nous réapprovisionner. Il peut nous réapprovisionner. Alors que là, non, nous, on travaille avec un stock fini. On travaille avec un stock fini, ce qui veut dire plusieurs choses. Ça veut dire grosse intensité en référencement, parce que ça veut dire que nous, dès qu'on a une nouvelle référence, c'est une référence qui a une durée de vie finie. Donc, du coup, on référence beaucoup. Le sujet du sourcing, c'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à accéder à du gisement de qualité. Et la qualité, c'est la quantité. Parce qu'on va aujourd'hui, quand je parle de l'intensité qu'on met pour référencer un produit, cette intensité, elle est beaucoup moins bien lissée sur 50 pièces que sur 500 pièces mécaniquement. Donc du coup, c'est à la fois de la quantité, et de la qualité, c'est-à-dire se dire que des gisements où il va y avoir une très grosse intensité de reconditionnement, assez mécaniquement, vu les coûts de collecte. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde le business model de l'économie circulaire, on a des coûts de collecte qui sont très intenses, parce qu'il faut aller chercher des produits qui sont montés, des produits donc qu'il faut démonter, des produits qu'on choisit de ne pas démonter. Par exemple, des armoires, des vestiaires, aujourd'hui, on va les transporter pas démonter, parce que les démonter, les remonter, c'est un autre choix. Quand on va expédier, on va expédier du produit monté qui prend beaucoup plus de place qu'un produit sorti d'usine qui est conditionné à plat, par exemple. Donc, on a des structures de coûts qui sont quand même déjà de base très intenses. Et donc, du coup, le fait d'avoir ces gisements qui sont finis, qui vont être très intenses, effectivement, dans les coûts pour aller les collecter, pour aller les relivrer et dans le reconditionnement, nous, on a quand même tout intérêt à avoir du gisement de qualité où on limite autant que faire se peut le reconditionnement. Et c'est une précision que j'ai pas faite tout à l'heure aussi dans ma tirade sémantique, c'est l'upcycling. Aujourd'hui, nous, on ne fait pas d'upcycling. Tu peux repréciser ce que alors, c'est, l'upcycling, s'il te plaît? je prends un exemple très concret, il y a des bureaux d'angle. Alors, c'était la grande mode des bureaux d'angle il y a 20 ans. Donc, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sortent sur le marché. Je prends un bureau d'angle, je le coupe en deux, je refais les champs, ça devient 2 bureaux droits. Ça, aujourd'hui, nous, on le fait pas. C'est vraiment la limite qu'on se pose. Nous, on est vraiment dans le reconditionnement, changer des pièces détachées, remettre en état. Mais voilà, on prend pas un bureau pour en faire 2 tables de réunion, par exemple. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour tester les produits et avoir la garantie derrière de la bonne résistance, etc. Donc, on a vraiment cet équilibre très fin en termes de sourcing. Il faut aller chercher des produits, si possible pas trop loin, si possible en bon état, en grande quantité, etc. Donc aujourd'hui, le métier d'appro, C'est un nouveau métier, en fait. Voilà. C'est ni de l'achat, ni de la pro. Non, mais c'est entre les deux, parce qu'il y a un vrai sujet d'achat, quand même de bien acheter. Et il y a un sujet aussi de se dire, en fait, moi, il me faut des sièges de bureau noirs avec un soutien lombaire tout le temps. En fait, c'est ça aujourd'hui qu'on va chercher. Et c'est une grosse partie de l'éducation qu'on a à faire de nos clients, notamment dans le cadre d'appels d'offres, parce que c'est pareil, on travaille beaucoup avec des appels d'offres, que ce soit les entreprises ou les collectivités. Aujourd'hui, dans un appel d'offres classique, on dit cette chaise-là, on vous garantit que vous l'achèterez à tel prix pour les 3 prochaines années. Ça, aujourd'hui, sur des économies circulaires, on peut pas le faire. On peut pas garantir cette référence-là particulièrement sur les 3 prochaines années. Par contre, de dire, on va vous garantir que on pourra pendant 3 ans vous proposer à ce prix-là une chaise, un siège de bureau de couleur noire avec des accoudoirs en 3D, avec du soutien lombaire, un mécanisme asynchrone et une tétière. Ça, ok. Par contre, ça sera peut-être pas la même en année 1 et en année 3. Mais c'est pas grave. Parce que, en fait, ce que vous achetez pour vos collaborateurs, c'est une somme de fonctionnalités. Et ça, c'est un changement de mentalité, mais monstrueux, pour justement faire en sorte que l'économie circulaire fonctionne. Oui. Parce que c'est ce qui permet justement d'avoir toujours à disposition ce dont les clients ont besoin, tout en gérant le côté hétérogène d'un gisement à un autre. La référence, peut-être c'est pas
exactement la même. Mais en vrai, quand on les met à côté, on voit quasiment pas la différence. Ouais, en fait, vraiment, et ce que tu m'avais dit en préparant l'épisode, c'est tout pareil, mais tout différent des C'est processus exactement standards ça. de l'entreprise. Le client, sa demande change et ce qu'on lui offre change. Tu viens de l'illustrer hyper bien. L'offre qu'on lui pousse change. Les flux logistiques, finalement, sur la distrib, c'est assez similaire, mais c'est tout sur l'amont Mmh. où, il faut capitaliser sur son écosystème, voire l'élargir pour travailler sur toute cette collecte, revoir ce job d'achat pro Mmh. un peu revu pour aller chercher ces gisements, travailler sur toute la partie tri et ces nouveaux métiers qui sont dans le hub avant que le produit soit remis en stock, Mmh. selon les décisions dont on a pu parler sur la partie data. En synthèse, un peu, si on prend un peu de recul, après, donc ça fait 3 ans, toi, que tu es chez Manutan, le temps de lancer l'activité, elle a moins de 3 ans. C'est quoi les grands apprentissages et les conseils que tu donnerais à des personnes, qui ont envie de lancer une offre, de reconditionner? Alors les grands apprentissages, c'est d'accepter de se tromper. C'est de Mmh. se dire, encore une fois, il y a pas de vérité sur l'économie circulaire, que ce soit sur le modèle économique, que ce soit sur les modes opératoires. C'est pareil quand on parle du reconditionnement, on peut se dire: «Bah, qu'est-ce qu'on fait? On reconditionne à l'entrée ou on reconditionne à la sortie?» Parce que même ça, en fait, quand on dit: «On reconditionne», bah, OK, mais du coup, je fais quoi? Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je le reconditionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, j'ai du stock où j'ai consommé de la main-d'œuvre, des pièces détachées, des produits et cetera. Heu, avec peut-être que je le vendrai, peut-être que je le vendrai pas, ou est-ce que je reconditionne à la sortie? Oui, mais si je reconditionne à la sortie, ça veut dire qu'en termes de délai pour nos clients, c'est-à-dire que potentiellement on accepte de dire à nos clients: «Bah, OK, très bien, mais on vous livre dans 6 semaines». Mmh. Parce que l'atelier de reconditionnement est déjà saturé et a un plan, tout est ordonnancé pour les 6 prochaines semaines. Donc en fait, il y a c'est quoi la vérité? Bon, nous, on a fait un choix. Aujourd'hui, nous, on fait un choix de reconditionner à l'entrée parce qu'en fait, on estime que nos clients Manutan sont habitués à des livraisons très courtes et qu'ils achètent pas sur Manutan pour être livrés dans 6 semaines. Donc du coup, on fait du reconditionnement à l'entrée. Au début, quand on était petit, on reconditionnait tout à l'entrée. Maintenant, comme on commence à avoir pas mal d'activités puis des séries de plus en plus longues, maintenant, on fait un mix. On fait un peu à l'entrée, et puis, quand on a épuisé de ce qu'on avait reconditionné, on refait un deuxième batch, ce qui permet un peu à la fois d'avoir de la disponibilité très rapide et de se dire en même temps, on ne consomme pas, on ne met pas beaucoup d'intensité sur toute la série. Mais on aurait pu faire un choix différent et se tromper, se dire: «Ah bah, en fait, il faut qu'on change». Donc Mais aujourd'hui, finalement, c'est une usine avec des lignes de prod c'est une usine avec et des lignes dans de quel ordre prod. est-ce qu'on fait les choses et comment est-ce qu'on ordonnance sa production, finalement? Exactement. Ouais. Aujourd'hui, quand on y réfléchit, bah, moi, je dis: «On est un site de production». Encore une fois, matière première, produit semi-fini, produit fini. Et quand je dis, enfin, j'ai pas de grande conviction, mais on a passé 1 an et demi à se dire: «Ah bah tiens, on va faire ça comme ça marche pas». Et que ce soit sur, bah, des opérations de reconditionnement, que ce soit sur des process, que ce soit sur des outils. Aujourd'hui, on fonctionne énormément avec des outils, low code, no code, Mmh. pour se dire: «Bah, en fait, on a une idée, génie, il nous faut un outil d'inventaire, et bah, très bien, on va le faire en low code, no code. En 2-3 jours, on sort un truc. On aura bien évidemment oublié plein de champs, et on va construire un workflow, mais en fait, c'était pas ça, il y a plus d'étapes, il y a moins d'étapes, il faut un contrôle en plus, et cetera». Très bien. Et en fait, on va faire évoluer, l'outil au fur et à mesure des besoins, quasiment, d'heure en heure, ou du jour au lendemain. Et c'est pareil sur les processus. Il faut vraiment accepter cette logique test and learn, Complètement, avec des succès et des complètement. échecs et ajuster le plus vite Oui. possible. Et pas tout de suite se dire, en fait, c'est comme ça que les choses sont faites et comment est-ce qu'on fait pour que les choses soient faites comme ça? Non, c'est les choses doivent, dans un cadre d'économie circulaire, doivent être faites comme ça, et ensuite on ramène, la brebis, on va dire, dans, le Le chemin. mmh. Parce qu'en fait, si tu restes tout de suite sur: «Non mais ça fait 60 ans qu'on fait les choses comme ça», tu tues toute l'innovation, en fait, et tu ne penses qu'à ce que tu ne peux pas faire et pourquoi tu ne peux pas faire les choses. Nous, on a enfoncé un nombre de portes en interne, avec des gens qui nous expliquaient pourquoi les choses ne pouvaient pas être faites comme ça,
Et bah, très bien, OK. Bah, du coup, comment on fait pour que ça puisse se faire? Et soit c'est fait à côté, soit en fait, en se disant: «Non, mais si vraiment, faut qu'on arrive à le faire», et ben, on a trouvé, enfin, comme au démarrage, hein, on se disait: «Bah, en fait, on va mettre de l'air reconditionné sur le site». «Ah bah oui, mais non, mais et si on était un fournisseur drop?» «Ah bah ouais». Ouais. Oui, oui, trouver des alternatives sur Voilà, certains points, rentrer dans les process existants. Tu parlais du référencement produit tout à l'heure avec exactement. l'ensemble des champs à renseigner et sur d'autres, ben, faire du no code et faire sa petite appli parce qu'en fait, c'est un nouveau métier, donc on l'a pas Voilà, en interne. Donc il y a vraiment, prendre le bon et ce qui est réapplicable de ce qui existe, exactement. faire sa route parce que sinon on n'avance jamais, être dans cette logique, test and learn pour réussir à avancer. Mmh. Est-ce que tu as quelques chiffres aujourd'hui, finalement? C'est quoi ce reconditionné chez Manutan? Qu'est-ce que vous avez réussi à gagner? Je sais pas comment on mesure ça en termes de CO2 économisé, en termes de marge, alors sans forcément donner, des chiffres, confidentiels, mais entre du neuf et du reconditionné, c'est quoi la différence? En termes de lead time, entre combien de temps on met pour, remettre sur le marché un produit qu'on a collecté? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en quelques chiffres? Alors, en quelques chiffres, alors le 0 to 1, on va dire, nous, de notre première année, nous, on vient de clôturer l'exercice fiscal, sur 2025, donc mine de rien, en 1 an d'activité, on a fait, 1 700 commandes de produits contenant des produits, enfin, commandes contenant des produits reconditionnés, et on a, plus de 630 000 € de chiffre d'affaires. À l'échelle de Manutan, tu le disais en intro, 1 milliard, donc goutte d'eau dans l'océan. Mais par contre, c'est, bah, déjà c'est pas rien, je Oui, une trouve, entreprise comme, qui fait voilà, 0 qui 630, c'est qui pas fait, mal. voilà. En termes de CO2 économisé, j'ai pas le chiffre en tête, mais par contre, nous, à chaque client qui passe une commande, on a une méthodologie, de calcul, et à chaque client, à chaque commande, on est en capacité de lui dire: «Bah, en fait, cette commande-là, ça a permis, d'économiser, tant de Mmh. tonnes équivalent CO2, par rapport à du produit neuf», avec quelques petites équivalences un peu sympas, celles qu'on connaît tous, le nombre de t-shirts, les allers-retours Paris-New York, et cetera. Pour valoriser, en fait, justement cet achat-là. Même si le client le fait pas pour ça, ça c'est le petit truc en plus, et au contraire, le client qui le fait pour justement, ça, on lui donne des chiffres. OK, super clair. Bon, ben, j'ai envie de dire belle route à cette offre. Comment tu vois les prochaines années en termes d'économie circulaire? Alors, je suis très enthousiaste et optimiste. L'avantage, c'est que, tu vois, la discussion Oui, qu'on c'est vient là-dessus. d'avoir, ça montre à quel point il y a encore plus de questions ouvertes, il y a encore plus de chemin devant nous que derrière. Donc, je trouve ça passionnant. C'est passionnant parce que plein d'acteurs commencent à, enfin, se posent des questions depuis des années, soit commencent à se poser des questions, que ce soit les fabricants, que ce soit les distributeurs, que ce soit les clients, et tout est en train de se construire. Il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours. Il y a des filières qui prennent de l'avance, mais qui vont défricher aussi un petit peu. Il y a comment est-ce qu'on l'applique à notre filière à nous, avec ses spécificités. Et on n'est qu'au début de l'histoire. Et à chaque fois que je discute avec des gens, soit qui sont dans l'écosystème, soit pas du tout, on se rend compte à quel point on a du boulot pour les 15-20 prochaines années. Mais du boulot de construction, pas du boulot de ça y est, on a compris comment ça marche, et on prend et on se mange sur l'autoroute. Bah, merci pour ces retours d'expérience. J'espère que ça aidera, ceux qui veulent, se lancer ou développer, aller encore plus loin et qui sont encore au balbutiement de cette économie circulaire. Ce qui est quand même important, Grégory Checoun le disait pour Fnac Darty et tu l'as dit, c'est qu'à un moment, c'est quand même un investissement et soit on le fait, pour cocher une case et dire qu'on le fait, mais c'est pas pérenne et C'est ça ça. reste, une faible part du business, soit, il faut investir pour demain créer de la valeur. Pour finir, je te propose mes quelques petites questions rapides de la fin. Quelle est la petite initiative que tu as mise en œuvre et qui a eu, de grands effets, des impacts Ah! significatifs? Alors, de grands effets, je ne sais pas, mais par contre, bah, j'en parlais un peu à mots couverts tout à l'heure, sur la partie tech, le fait de pas tout de suite se lancer à corps perdu, soit dans des grands développements, soit dans des grandes adaptations de grands outils, mais de se dire: «OK, alors j'ai identifié un besoin, on a besoin, d'un truc», bah, je reprends mon outil d'inventaire. On sait que, voilà, on avait ce besoin de se dire: «Il faut qu'on connaisse bien les produits dès le lieu de collecte, qu'on ait des photos, des un maximum d'informations pour commencer le référencement, pour simplifier, la
la collecte en elle-même. Donc là, on commençait à regarder des solutions de petits copains, des trucs du marché, etc. Et puis en fait, ça m'a pris un soir, faut se le dire. J'ai tricoté un petit truc sur Airtable en me disant alors c'est pas compliqué, il y a 3 tables, ça va se passer comme ça, avec une interface. Et l'idée, c'est pas du tout de se dire que sur les 10 prochaines années, on va utiliser cet outil-là, pas du tout. Mais en fait, on l'utilise depuis 6 mois. Et je serais très à l'aise si dans 6 mois, on se dit on tue le truc parce que on est convaincu que c'est ça le besoin. On a essuyé les plâtres, on s'est rendu compte qu'il manquait tel champ, que les valeurs, que les workflows, etc., etc. Et du coup, on passe sur quelque chose de beaucoup plus pérenne. Et c'est OK. Mais en fait, ce côté, et ça a eu de la valeur parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup, de commencer à se structurer. Mine de rien, on peut faire un nombre de choses incroyables avec des outils low-code. Moi, je suis pas tech du tout, hein. Mais si moi, j'étais en capacité de le faire, j'ai envie de dire, c'est qu'une bonne partie de la population est en capacité de le faire. Donc ça, c'est ma petite pierre à l'édifice. Une initiative low-code qui te t'outille un process, en tout cas pour les premiers mois, tant que c'est pas industrialisé. Et qui permet de prendre la décision après, de se dire, en fait, OK, il faut pérenniser le truc, ça a ses limites, on n'arrive pas à faire ça, on en a vraiment besoin, et feu, très bien. Et on a gagné des mois d'ateliers de spécification, etc. Parce que la spécification, c'est l'outil avec toutes les règles de gestion qu'on n'arrive pas encore à mettre dedans. OK. Et pour finir, si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi dans le fonctionnement des supply chains mondiales? Ma baguette magique, j'ai pas un truc à changer, mais par contre, je serais c'est pas ravi, je serais accomplie si je regarde, si dans 20 ans, je regarde 20 ans en arrière et je me dis, ça y est, on a 20 ans à l'échelle des supply chains mondiales, c'est à la fois beaucoup et pas grand-chose. Mais si on a vraiment réussi à intégrer cette circularité, en fait, de façon beaucoup plus native qu'aujourd'hui avec des supplies dédiés, mais qu'on arrive vraiment à se dire il y a une lame de fond, on va dire. Plutôt qu'un petit phénomène circulaire de manière native et systématique, quoi. Exactement. Génial. Bon, on verra ce que dit l'avenir. Rendez-vous dans 20 ans. Merci Alexandra. Merci Juliette. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur de la supply chain. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici? Qui pourrait partager une perspective enrichissante? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec un autre invité passionnant. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.